Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, Bien dans son job, c'est le titre d'une émission, Vie ma vie, vie la vie d'un de tes collègues. On va en parler dans quelques instants avec Marion Quatriens, responsable des ressources humaines chez Sogelink. C'est une méthode aussi pour apprivoiser, découvrir son collègue, son futur collègue de travail. On fera le point avec elle sur ce sujet. Pause café avec Caroline Ricross. Bah oui, on parle parfois à la pause café des stagiaires. Un employé comme les autres, c'est la question que nous nous poserons, à laquelle Caroline répondra dans quelques instants. Puis le cercle RH, les enjeux environnementaux. C'est le cœur de l'actualité. Dôme de chaleur, réchauffement climatique, on va en parler. Ils sont évidemment au cœur des préoccupations des Français, mais aussi des entreprises. On fera le point évidemment. Que doivent faire les entreprises? Doivent-elles mieux former leurs élus CSE? Comment faire tout simplement pour éviter le pire? On en parlera dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les erreurs rédhibitoires aux yeux des recruteurs. Bah oui, Fabrice Coudray, qui est le managing director exécutif chez Robert Half, nous fera une revue de détails, peut-être des anecdotes croustillantes justement sur des entretiens un peu étranges. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job et avec une méthode qu'on va découvrir dans quelques instants, assez originale de vivre la vie de son collègue. Alors évidemment, dans un temps imparti, ça va sans dire, et on va en parler avec vous, Marion Quatriens. Merci d'avoir répondu à notre invitation, responsable des ressources humaines chez Sogelink. Alors, qui est le mariage et la fusion de deux éditeurs français, Sogelink et Géodésial Group, groupe français, il faut le préciser, dans le domaine notamment du BTP, en particulier, avec 5 filiales dans le monde. Commençons par le début parce que vous êtes venu nous parler de cela. C'est vrai que c'est assez original cette méthodologie. Vous êtes en charge des ressources humaines. Vous êtes arrivé il y a 4 ans et vous me disiez, en fait ça existait déjà. C'est un peu une tradition dans l'entreprise. Comment tout cela est né et comment vous, avec votre méthodologie, vous avez apprivoisé l'outil? C'est vrai qu'en fait, ça a toujours fait partie de l'ADN du groupe, en fait, de faire ces échanges-là, d'apprendre à connaître le métier de l'autre. Mais vraiment depuis les tout débuts. Donc ça fait un peu plus de 20 ans que le groupe existe aujourd'hui. Et après, il y a à peu près 6 ans, on a voulu concrétualiser ça en formalisant un peu plus ces Vie ma vie, en fait. Alors, formaliser, ça veut dire quand vous avez pris votre poste et que vous avez pris évidemment l'ampleur des tâches qui vous attendaient, vous aviez dans le cahier des charges, au-delà des salaires, des entretiens annuels, cela. Ça marche comment ? Alors, le principe du Vie ma vie, en fait, c'est pendant une demi-journée, prendre la place d'un collaborateur, aller observer en fait son quotidien, tout simplement, pour se rendre compte un petit peu de ses missions, des interactions qu'il peut avoir, en interne ou en externe, et puis de voir un petit peu aussi les objectifs qu'il peut avoir, les obstacles devant lesquels il peut être, voilà. Ça veut dire qu'un collaborateur, là, vous êtes dans un plan de recrutement de combien de 80 recrutements en France pour 2022. Ça veut dire très concrètement que la personne arrive dans l'entreprise, elle est prise en charge par votre équipe et par vous, Marion. Et tout de suite, vous lui expliquez, parce qu'il faut quand même déjà aussi expliquer à celui qui rentre dans la boîte. C'est totalement nouveau. Tout à fait. Alors oui, on explique dès les débuts qu'il y a cette opportunité-là de faire un Vie ma vie. Ah, c'est pas une obligation? C'est pas une obligation. D'accord. On recommande aux collaborateurs de le faire fortement, parce que c'est extrêmement intéressant. Et puis même aujourd'hui, on a vraiment accentué sur ces Vie ma vie pour faire en sorte que tous les collaborateurs fassent au moins un Vie ma vie dans l'année. Donc voilà, en effet, à l'arrivée d'un nouveau collaborateur, on va lui expliquer le principe du Vie ma vie et on va lui présenter les opportunités qu'il peut avoir. Rentrons un peu dans le détail, c'est-à-dire que là, on est sur une entreprise d'informatique, vous avez des développeurs, vous avez des ingénieurs, mais par exemple, vous avez recruté une experte comptable ou une spécialiste de la paye. Ça va être difficile pour elle de faire Vie ma vie avec un ingénieur informatique. Enfin, j'imagine qu'il faut que les métiers se ressemblent un peu quand même. Pas forcément, en fait. D'accord, mais c'est ça qui est... Ouais, non, pas forcément, parce que on jette dans le vide, c'est d'aller découvrir. Et comme il y a toujours le collaborateur qui tient son poste et qui va accompagner en fait ce nouveau collaborateur dans son Vie ma vie,
Voilà, la personne qui vient, elle est plus en observation de ce qui se passe. Et voilà, le développeur, par exemple, il va pouvoir expliquer, un peu vulgariser à l'expert comptable, par exemple, son quotidien, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et réciproquement, ceux qui sont devant l'ordinateur en train de coder, en train de travailler l'informatique, qui est parfois un langage un peu abscon, peut aussi prendre le risque, entre guillemets, d'aller rendre visite au marketing, à la communication Complètement. ou au RH, par exemple. Complètement. Et c'est vraiment l'objectif qu'il y a derrière tout ça, c'est d'aller découvrir les autres métiers, d'apprendre à se connaître, bien entendu, aussi. Et puis, oui, de découvrir les métiers. Pourquoi pas aussi, après, visualiser une évolution de poste, par exemple, une opportunité. Alors, on voit l'enjeu, évidemment, de premier niveau, qui est de découvrir un métier nouveau, parce que c'est pas parce qu'on travaille dans la même entreprise qu'on a les mêmes métiers, c'est une évidence. Mais j'imagine aussi que ça crée du lien et ça permet aussi de faire parler les services entre eux, parce que souvent dans les entreprises, on est en silo, la com, le marketing, tout ce qui est back-office, puis après, il y a tous ceux qui produisent et ils ne se parlent pas forcément. Est-ce que ça, vous avez constaté finalement du lien, qu'on tissait du lien ? Complètement. Alors, il y a deux choses. Il y a tout simplement juste apprendre à se connaître auprès de personnes avec qui on ne travaille jamais, par exemple. Et du coup, notamment dans une entreprise en forte croissance comme la nôtre, où voilà, on grossit beaucoup, c'est important d'aller à la rencontre d'autres services. Et puis, il y a aussi de faire des vies ma vie avec un service avec lequel on travaille régulièrement. Mais on n'est pas dans leur quotidien. C'est ça. Donc du coup, c'est l'opportunité d'aller se rendre compte concrètement ce qu'ils font. On va jeter un œil. Exactement. Et puis les interactions qu'il peut y avoir du coup entre son propre service et le service avec lequel on travaille régulièrement. Ouais, ça paraît un peu anecdotique, vie ma vie, parce qu'en plus on se souvient de l'émission de télévision, mais l'air de rien, ça permet aussi parfois d'éviter des tensions entre services, parce que ayant fait le vie ma vie, on se dit ah ben oui d'accord, j'arrive à peu près à situer ces problèmes. Non, ça joue. Exactement. C'est complètement l'objectif. C'est aussi de se rendre compte des contraintes des autres et puis l'impact que nous, ce qu'on fait dans notre mission, quel impact va avoir pour eux qui vont travailler aussi avec nous. Donc voilà, il y a vraiment toute cette perspective-là qui est intéressante dans le vie ma vie. Ça veut dire que sur la base du volontariat, il n'est pas sûr que les 80 recrutements que vous allez faire vont le faire. Est-ce que après 2 ans de présence chez vous, chez Sogélink, on peut se dire, tiens, j'avais raté le vie ma vie au départ, je vais le retenter. On peut le faire quand on veut. On l'encourage même de le faire au moins une fois par an. Donc normalement, tout le monde qui rentre au sein du groupe va, au cours de sa première année, faire un premier vie ma vie, et puis a priori, va pouvoir le faire à nouveau pendant la seconde année, et ainsi de suite. Les managers, pendant les entretiens annuels, j'imagine, posent la question, vous êtes là pour vérifier. Enfin, est-ce que c'est un atout quand un collaborateur dit, mais regarde, j'ai fait un vie ma vie au service marketing, c'est un élément supplémentaire, ça aussi ? Oui, complètement. C'est vraiment encouragé. Et puis, c'est aussi encouragé dans le cadre de mobilité, par exemple. Quelqu'un qui souhaite évoluer sur un autre poste, on va vraiment fortement l'encourager en lui disant va faire un vie ma vie dans ce poste-là qui t'intéresse et ça va vraiment apporter du poids dans sa candidature. Et est-ce que vos collaborateurs lyonnais, puisque une partie du site est à Lyon, se dit tiens, j'ai peut-être envie d'aller aux États-Unis, je vais faire un vie ma vie aux États-Unis dans la filiale. Ça, vous l'autorisez ou pas pour sourire un peu ? Oui, tout à fait. Alors, vous l'autorisez ? On n'a pas de filiale aux États-Unis. Non, mais je dis aux États-Unis, un des pays où vous êtes basé. Oui, tout à fait. Donc vous pouvez. Alors aujourd'hui, la dimension internationale est encore assez récente au sein du groupe, mais en tout cas, par exemple, au sein des différentes agences en France, on encourage à aller faire un vie ma vie en tant que Lyonnais. À Nantes, par exemple, on a une agence. Donc vous acceptez aussi l'idée que sur une journée, en l'occurrence avec le temps de déplacement, on facilite la mobilité pour aller voir ce qui se passe sur l'agence, le réseau commercial, parce que c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe. Et vous d'ailleurs, Marion, vous avez choisi quoi comme service ? Parce que vous l'avez fait forcément. Tout à fait, oui, exactement. Moi, j'ai fait un vie ma vie avec un service commercial, un de nos services commerciaux sur Lyon, une équipe commerciale en particulier. Et puis j'ai fait une vente, en fait, une présentation qui s'est conclue par une vente avec une de nos commerciales. Génial. Quand on dit commercial, vous êtes déplacé avec l'équipe sur site chez un client. Alors là, en l'occurrence, c'était une commerciale qui est sédentaire, donc elle était dans nos locaux. Elle a fait une présentation à distance, une démonstration. Elle a présenté notre outil DICT.fr, donc notre logiciel phare. Elle a présenté tous les atouts, etc. Elle a répondu aux questions et c'était extrêmement intéressant d'avoir cette vision client, business aussi. Bien sûr. Même pour moi en tant que RH qui ne suis pas forcément dans ce concret-là. Et vous avez pu participer, mettre les mains un petit peu à la pâte, ou vous êtes restée très observatrice là ? Non, je suis restée très observatrice. Je laisse les professionnels faire sur ce niveau-là. La suite, c'est vous maintenez le vie ma vie. Vous dites après tout, parce que vous aussi, vous avez dû être surprise quand même quand vous êtes arrivée. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui, complètement. À mon arrivée, ça faisait un peu partie des traditions, sans que ce soit aussi formalisé qu'on peut le faire aujourd'hui. C'était intéressant de le voir et ça avait déjà permis à plusieurs services d'échanger ensemble. Et voilà, aujourd'hui, on veut vraiment que ça devienne dans notre quotidien et que tous les ans, chaque collaborateur puisse faire au moins une fois un vie ma vie.
Merci Marion Quatriens, responsable des ressources humaines chez Sogelink, entreprise française, basée à Lyon avec 5 filiales internationales et qui se développe, qui grandit, 80 postes ouverts. Là, je parle à la RH. Tout à fait, Donc, exactement. Il faut aller sur l'onglet recrutement, poste informatique ou back-office, tout. De tout, absolument tout, du commerce, de l'informatique, du marketing, du service client. On recrute sur tous nos postes. Et pas uniquement d'ailleurs basé à Lyon, on l'aura compris, sur l'ensemble des bureaux en France. Combien de bureaux en France ? On a 6 agences en France. 6 agences en France. Merci de nous avoir rendu visite, Marion, pour vivre notre vie. Je vous aurais bien proposé de venir à ma place, mais ça va évidemment être un peu compliqué le temps de l'émission. On tourne une page, on va vers la pause café. Bah oui, c'est important de faire des pauses café avec Caroline Ricross. Et on s'intéresse aux stagiaires. Bah oui, ils sont dans l'écosystème d'une entreprise et on en parle avec Caroline. La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Bien, parce que vous parlez d'un sujet qui est passionnant. Vous allez nous parler des stagiaires. Et oui, on commence tous en fait par là, par un stage. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Par exemple, Arnaud, est-ce que vous vous rappelez de votre premier stage ? Oui, très bien. Vous travailliez à peu près combien d'heures par jour ? Vous vous en souvenez pendant ce stage ? Oui, précisément. Je travaillais à Tennis Magazine. D'accord. Et qui appartenait au journal L'Équipe. Ok. Et je couvrais le tournoi de tennis de Bercy. D'accord. Comme stagiaire. Vous aviez des bons horaires quand même. J'avais des horaires, mais là, je ne pouvais pas me plaindre. Je commençais à 9h et je finissais à 23h. Ah oui. Mais j'étais à l'endroit où je rêvais d'être. Si je vous parle de ça, en fait, c'est parce que depuis quelques jours, il y a une polémique qui enfle après les propos d'une entrepreneuse sur le temps justement de travail des stagiaires. Ça a fait du bruit, hein ? Ouais, vous en avez entendu parler ? Oh oui. Elle s'appelle en fait Claire d'Espagne. C'est la fondatrice de D+4Care, une marque de compléments alimentaires. En avril dernier, elle était l'invitée du podcast qui s'appelle Liberté d'entreprendre. Ce podcast, il a été publié le 15 avril. Et à la fin de l'entretien, l'entrepreneuse est justement interrogée sur la problématique du recrutement. Et alors, voilà sa réponse. Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment. On se demande où sont les stagiaires. Aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. On ne trouve que ça. Et elle poursuit. Nous avons des écoles qui nous disent « Si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je lui ferai arrêter son stage. » Ce à quoi elle rétorque directement « Ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et de s'acheter un appartement. Moi, dans le monde dans lequel je vis, si je ne travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. » Des propos fortement critiqués, évidemment, sur les réseaux sociaux. Oui, ça suscite une polémique. Tout à fait, par les principaux concernés, les jeunes, qui ne rêvent pas tous forcément de travailler 80 heures par jour en stage pour s'acheter un appartement, pour s'acheter un appartement ou encore une résidence secondaire. Enfin, 80 heures, quand on est chef d'entreprise, c'est pas pareil que quand on est stagiaire. C'est peut-être la différence. Un peu. Est-ce que, alors, à travers cet exemple que vous citez et qui a fait une polémique sur les réseaux, et là d'ailleurs ensuite c'est plus ou moins excusé, enfin elle a un peu rétro-pédalé, est-ce que le stagiaire finalement, au vu de ce que vous nous décrivez, ne serait pas devenu un employé comme les autres ? Bah oui, c'est la question qu'il faut qu'on se pose quand même, mais en théorie, non. Preuve en est, la plupart en fait, des dispositions sur le droit des stagiaires ne relèvent pas en fait, du droit du travail, mais du Code de l'éducation. L'article L124-7 du Code de l'éducation, par exemple, dispose qu'un stagiaire ne doit pas remplacer un salarié ou un agent. Il précise une convention de stage ne peut être conclue pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ou encore pour occuper un emploi saisonnier. En fait, un stagiaire ne doit pas être indispensable. Son absence n'est pas censée affecter en fait l'organisation interne de l'entreprise. Sur le temps de travail, la loi d'encadrement des stages qui a été promulguée le 26 octobre 2015 a été mise en place justement pour contrer un peu les abus des entreprises qui utilisent fréquemment des stagiaires comme une force de travail à bas coût. Afin d'améliorer le statut donc des stagiaires, diverses mesures ont été prises, comme par exemple des limites imposées pour la durée du stage et pour le temps de travail du stagiaire, une hausse de la rémunération du stagiaire et l'obtention d'un droit au congé. Alors aujourd'hui, par exemple, les stages ne peuvent plus excéder une durée de 6 mois consécutifs au sein d'une même entreprise. Aucune dérogation ou exception n'est possible, c'est la règle. Le temps de travail des stagiaires, justement, il est également limité. En fait, les stagiaires ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine et 10 heures par jour. Enfin, les stages de plus de 2 mois doivent obligatoirement être rémunérés, parce qu'on le mérite quand même quand on est en stage, par une gratification minimale imposée qui est à peu près de 600 €. Alors ça, c'est le droit, c'est le texte, c'est la théorie, mais dans les faits, ça reste un peu compliqué. Il suffit
suffit par exemple de faire un tour sur les sites d'emploi, par exemple Indeed ou encore Hello Work ou même sur LinkedIn pour s'apercevoir que le stagiaire n'est pas toujours considéré comme tel, comme un stagiaire. D'abord, les offres de stage sont très souvent mélangées parmi les offres d'emploi, sans parfois même préciser dans l'intitulé du poste qu'il s'agit d'un stage. Régulièrement, c'est écrit en fait en petit, tout en bas, après la fin de la description du poste, il y a bien écrit « poste pour un stage ». Pire, alors qu'en fait, un stage, c'est quand même censé être un apprentissage, une formation. On apprend toujours un métier, on n'est pas rodé. Certaines descriptions des missions attenant aux potentiels futurs stagiaires ressemblent à s'y méprendre à celles d'un candidat salarié ou employé. On lui demande d'être compétent, on lui demande d'avoir de l'expérience, alors même que le stagiaire est censé toujours apprendre. Et puis le vocabulaire même, Arnaud, quand on veut obtenir un stage, on parle quand même d'un recrutement, on parle de candidater à un poste. C'est un peu comme un employé ou comme un salarié. Enfin, sur le temps de travail, si les propos de Claire d'Espagne ont fait le bad buzz, la polémique est quand même loin d'être nouvelle. Surtout dans le monde des startups, les dérives managériales sont assez fréquentes et elles sont régulièrement pointées du doigt, comme par exemple sur le compte Instagram de Balance ta Startup. C'est vrai. Alors, on termine. Une petite touche sucrée, parce qu'on parlait des 600 € maximum qu'il fallait rémunérer. Vous avez déniché le stagiaire le mieux rémunéré du monde. 15 000 € par mois. Pour un stage, c'est pas mal. Envoyez-moi l'adresse. C'est ce que touchent en fait certains stagiaires de Wall Street. Alors bon, voilà, c'est l'antre de la finance mondiale se retrouve depuis à peu près 2 ans en concurrence avec la Silicon Valley. Alors pour éviter de se faire voler ses talents par les firmes californiennes, le secteur bancaire a décidé du coup d'augmenter un peu la rémunération, des stagiaires. Alors après, quand même, attention, puisqu'il faut dire que quand on fait un stage à Wall Street, on travaille quand même énormément, puisqu'on travaille plus de 80 heures par semaine. Il travaille à peu près 100 heures par semaine. Ça ferait plaisir à Madame d'Espagne. C'est ça ferait plaisir à Madame d'Espagne. Donc 15 000 € par mois pour ces stagiaires, qui en général sont embauchés. On imagine le salaire ensuite à l'embauche. Ah ouais, je n'ose même pas imaginer. D'autant qu'aux États-Unis, je pense que le droit autour des stagiaires, le cadre n'est pas tout à fait le même. En tout cas, ce que vous dites, c'est intéressant, parce qu'il faudrait séparer les annonces de recrutement réelles sur les job boards des stagiaires, avec un onglet qui est véritablement écrit et sur l'intitulé directement stage. Ce qui obligerait donc à réécrire les offres de stage qui parfois ressemblent d'assez près à des offres d'emploi. Merci Caroline de nous avoir éclairé sur ce sujet. Puis on se rappelle des manifestations avec les stagiaires qui mettaient le masque blanc et qui ont manifesté dans les grandes villes de France pour défendre leurs droits. Ça a fait d'ailleurs avancer la fameuse loi du 26 octobre 2015. Merci de nous avoir rendu visite Caroline. À la semaine prochaine. On fait une courte pause, on s'intéresse à l'environnement. Alors c'est le sujet dans l'actualité évidemment, réchauffement climatique, dôme de chaleur, des inquiétudes évidemment des citoyens, des salariés. Que doivent faire les entreprises? Doivent-elles améliorer leur dialogue social, notamment sur ces sujets? Sont-elles en première ligne? Parce qu'on parle des politiques, mais doivent-elles faire un effort supplémentaire? Elles font déjà des efforts. On en parle juste après la pause. Le cercle RH est un sujet dans l'actualité. Évidemment, l'environnement, on en parle beaucoup et vous le subissez partout en France avec ce dôme de chaleur. On nous parle de réchauffement climatique, de sécheresse et on nous dit donc de fait qu'il faut accélérer évidemment les réformes pour réduire notre empreinte carbone et éviter les émissions de CO2. Et cela veut dire que les entreprises vont devoir faire un effort. Elles en font déjà, ce n'est pas un roue sur le bonnet dans ce débat, mais qu'est-ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent s'organiser, comment on améliore aussi le dialogue social sur ces sujets-là, parce que c'est souvent l'environnement, l'enfant pauvre, on parle de gros sujets, les salaires, les conditions de vie au travail, mais c'est vrai que l'environnement, la biodiversité, le climat, ils sont souvent un petit peu laissés de côté. On va faire le point aujourd'hui avec mes invités, parce que, on peut le dire, 2050, c'est la neutralité carbone, c'est comme ça que les choses ont été prévues. Est-ce que c'est réaliste ou pas? On essaiera d'y répondre à la question. C'est vrai que ça paraît compliqué. On en parle avec mes invités. Jepi Koudadje, merci d'être avec nous. Avocate en droit social, cabinet EXO. Oui. J'ai bien dit, Très bien, EXO. Associé avec Gilles Berset. Et vous étiez venu d'ailleurs au tout début de la création de ce cabinet nous présenter l'action que vous envisagiez mener. Et là, le cabinet, maintenant, évidemment, avance, travaille. On va vous écouter sur tous ces sujets qui sont au cœur, évidemment, des sujets que vous traitez dans ce cabinet. À vos côtés, Cyril Chabanier, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et vous avez été l'ancien président de la fédération PSE. Alors, ça jargonne un peu, mais protection sociale et emploi
emploi, ça c'est intéressant. Et puis vous avez été administrateur, entre autres, de Pôle emploi. On vous écoutera, vous, les partenaires sociaux, sur la manière dont vous engagez ou pas un dialogue fructueux sur les questions environnementales. Merci en tout cas d'être là. Et puis avec nous, Alexis Stechnord, je pense que je l'ai raté. Je félicite l'effort. Stechnord, mais bien entendu. Alexis Stechnord, vous êtes partenaire cabinet PMP. Alors, société fondée en 2003. Votre boulot, c'est d'accompagner et de conseiller les entreprises. Faites du conseil. Et on fera le point avec vous parce que j'imagine que les cabinets aussi doivent être en première ligne sur ces sujets pour bien permettre à leurs clients de pouvoir s'engager sur ces sujets. Juste d'abord, un mot aux syndicalistes que vous êtes. Est-ce que les entreprises font le boulot? Parce que là, la Première ministre l'a indiqué, elle aura 2 ministres qui seront en charge des questions environnementales. On imagine des projets de loi dès la rentrée pour accélérer le rythme. Est-ce que les entreprises en font assez? C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que forcément les entreprises n'en font pas assez, mais on est dans le début du processus. Et en même temps, il faut que... On n'a pas le temps, hein. Alors, on n'a pas le temps, mais il faut que ce soit toute la ligne en fait qui puisse accélérer. Donc, on a besoin d'une planification qui soit plus importante au niveau national. Et là, on a un engagement du président de la République en rattachant directement d'ailleurs la transition écologique à la Première ministre. Derrière, on a besoin d'avoir le commissariat au plan, France Stratégie, qui nous aide justement à planifier ces grandes réformes. Et on doit les décliner dans les territoires, parce qu'on voit qu'il y a des territoires qui sont très novateurs au niveau de l'environnement, au niveau des filières et des branches. Donc si on enclenche tout ce processus-là, au niveau de l'entreprise, il y aura un véritable dynamisme qui va être mis en place. Sinon, aujourd'hui, on voit que parfois on en parle, mais on en parle de manière... alors pour les élus syndicalistes, et on prend notre part de responsabilité, c'est parfois simplement le gobelet en plastique, donc c'est un peu léger. Ou la ramette de papier. Ou la ramette de papier. Et au niveau des entreprises, c'est beaucoup d'annonces, beaucoup de communication, mais pas forcément beaucoup d'actions. Donc il faut vraiment que ce soit une vision qui soit globale, du plus haut au plus bas, pour que tout le monde s'y mette. Gépi Koudadjé, votre mission dans le cabinet que vous avez créé avec Gilles Berset, c'est justement d'intégrer ces notions environnementales. Alors, quelque part, vous accompagnez une transformation, alors pour le grand public qui ne va pas dire grand-chose, mais le fameux BDSE, qui sont les documents sur lesquels vont s'appuyer les élus au CSE, on y a rajouté dans ces documents le mot environnementaux. Ça veut dire que ça s'appelle la base de données économiques, sociales et environnementales. Ça permet d'avoir des informations concrètes. C'est suffisant ou pas? Parce que, pour le dire un peu à l'envers, les entreprises vous disent, écoutez, je passe mes journées à remplir des tableaux de bord, à faire des notes, d'envoyer des indicateurs pour faire avancer Mais globalement, on n'a pas l'impression que ça avance bien vite. Utile ou pas, ça, tout ça? Je pense que... Excusez-moi, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que cette bureaucratie est utile à lutter contre le réchauffement? Il faut commencer par des informations, bien évidemment, sur la question environnementale. Et la vérité, c'est qu'on en a très peu aujourd'hui qui sont prises en compte par les salariés. Nous tous, nous connaissons très mal ces questions. Les salariés et les délégués syndicaux, les élus du CSE aussi. Mal formés sur ces sujets. Mal formés sur ces sujets. Donc l'information est capitale. Alors ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui en droit du travail de mettre à la disposition du CSE dans cette fameuse BDESE, donc base de données économiques, sociales et environnementales, c'est en fait pour la plupart des informations dont dispose déjà l'employeur par ailleurs, parce qu'il est prévu, par exemple, dans le Code de l'environnement ou dans le Code de commerce, de donner des informations en matière environnementale, et ce sont ces informations qui sont récupérées pour les donner au CSE. Donc je pense à des informations comme la manière d'organiser la politique environnementale de l'entreprise, ou des informations sur l'économie circulaire ou le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Je me permets juste une phrase. Allez-y. C'est pas qu'ils sont mal formés, c'est qu'ils ne sont pas encore formés. Donc on est en train de mettre en place justement toutes les formations. Et c'est ça la grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui on est presque en retard. Et donc on doit rattraper. Et donc il y a un gros investissement de la part de notre organisation syndicale, mais j'imagine que c'est pareil chez les autres, pour former au RSE, et en particulier la partie environnementale,
qui est cette nouvelle partie. On va parler RSE, on va parler ESG, parce que RSE, ça c'est pour les entreprises, l'ESG c'est pour les entreprises de la finance. Et c'est vrai que là aussi, il y a un gros travail aussi pour aiguillonner et flécher les investissements entre les bons élèves et les mauvais élèves. Parce qu'il faut aussi parler du poids des investisseurs qui ont un rôle majeur s'ils choisissent le charbon aux dépens de l'électrique ou de l'hydrogène. Ce n'est pas les mêmes choix. Alexis Stergenhorn, vous accompagnez des entreprises à travers votre cabinet et vos associés. Elles vous disent quoi, les entreprises? Parce que moi, j'ai le sentiment, et encore une fois, je ne voudrais pas que ça soit un haro sur l'entreprise, on a le sentiment que les entreprises avaient pris conscience de cette question un peu avant les politiques. Non? Je ne sais pas. Il y a eu un mouvement qu'on a qualifié de greenwashing. Et je pense qu'on a passé cette étape-là. Et la volonté de communiquer a été dépassée. Maintenant, il y a des vrais enjeux de crédibilité. Crédibilité autour des données, crédibilité sur les actions qui doivent suivre les intentions. Et ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles sont un petit peu devant un dilemme. À la fois, c'est une formidable opportunité si on sait s'en saisir pour changer les business models, mais mon Dieu, quelle transformation ça engendre. Et en même temps, c'est un mur réglementaire et un mur de transformation tellement énorme. Vous voyez qu'on revient à ma bureaucratie, une espèce de lourdeur, une espèce d'inertie pour transformer. Moi j'ai quand même le rapport du GIEC du 4 avril 2022, donc ça c'est la dernière mouture qui est alarmant, sans parler des risques de manque d'eau. Je dirais, je le mettrai de côté. Et on nous dit qu'il faut que les entreprises les plus émettrices, on les connaît, doivent dès maintenant transformer leur modèle. Ça vous interroge, vous avez des représentants syndicaux chez Total, chez tous ceux qui émettent, on le sait, les industries polluantes. Ces salariés vous disent, mais attendez, moi je veux bien qu'on arrête de polluer, mais il faut me donner un travail. Enfin, il faut me proposer quelque chose d'autre. C'est ça la réalité. Non, mais vous qui êtes à la tête de cette réalité. C'est complètement ça. On a deux événements. On a cette urgence climatique. Plus que jamais. Plus que jamais. Et en même temps, pour la transformation, alors c'est compliqué, et je ne reviens pas sur, y compris parfois la bureaucratie que vous avez évoquée. Et à côté de ça, on a l'accompagnement au niveau salarial, donc le temps social. Et il faut réussir à combiner les deux. Et c'est extrêmement compliqué parce que j'ai tendance à dire que le temps environnemental et le temps social n'est pas forcément le même. Donc aujourd'hui... Clairement. Aujourd'hui, on a besoin... L'un est plus rapide que l'autre. Hein. L'un est plus rapide que l'autre. Et puis, on a besoin de planifier, de prévoir. On a besoin, dans les entreprises, d'avoir des gestions prévisionnelles des emplois et des compétences pour justement se dire il va y avoir de la transformation. Donc, il faut que dès à présent, je forme... Les métiers de demain. Alors, je forme une partie dont le métier va évoluer. Je vais reconvertir une partie où les métiers vont complètement disparaître. Les salariés sont plutôt ouverts à ça. Mais ils sont ouverts à ça si... 1, c'est prévu à l'avance, 2, c'est bien fait, bien planifié, et 3, si c'est une entreprise qui leur montre un peu un cap. Vous savez, je prends souvent cette référence, mais un peu comme dans un bateau, si on a un capitaine qui nous montre la voie, on a tendance à suivre, mais ce n'est pas toujours le cas de toutes les entreprises. J.P. Koudadje, ce n'est pas pour revenir à l'actualité, mais dès qu'on essaie de toucher et mettre un peu de radicalité ou de rapidité pour lutter contre l'échauffement, on se souvient des gilets jaunes, une taxe carbone pour augmenter le prix des carburants fossiles, puisque ça partait de cette logique, augmentation du prix des carburants et mouvement social violent qui aboutit aux gilets jaunes et au drame qu'on a connu. C'est un sujet éminemment complexe. Vous, votre métier, ça va être d'accompagner le droit. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une accélération au-delà de ce qui existe déjà? Est-ce que vous pensez que dès septembre, le législateur va accélérer et donc vous allez devoir évidemment accompagner tout cela? Au vu des annonces et du fait que notre Première ministre soit en charge de la planification écologique et des élections et des débats qu'il y a eu pendant ces élections, il y a lieu de penser que les choses vont s'accélérer et que les réglementations vont devenir de plus en plus rapides et contraignantes. Maintenant, la question politique, à mon avis, qui va se poser, c'est est-ce qu'on va poser des règles obligatoires que toutes les entreprises devront respecter? Est-ce que des secteurs d'activité, des branches vont devoir négocier leurs propres règles? On leur fixera des objectifs. Et ça, c'est les partenaires sociaux. Voilà, et ça, ce seront des choix politiques à venir qui seront sans doute discutés tout avec le monde les partenaires sociaux. Ou par branche. Ou par branche. Et il me semble qu'au vu des enjeux de la transition écologique qui sont naturellement différents de filière en filière, secteur en secteur, il y a lieu de désigner en fait des domaines, des secteurs, de leur donner des objectifs pour permettre une planification, une gestion prévisionnelle des emplois pour que les salariés puissent se former. C'est ça qui est indispensable. C'est très important parce que, premièrement,
Ça ne doit pas être décidé sur un coin de table ministériel à 3 personnes, donc on doit faire jouer J'entends le syndicaliste, évidemment. On doit faire jouer pleinement le dialogue social, et il y a des différences dans les filières et dans les branches, et donc on doit faire travailler comme ça. Et honnêtement, je pense que ça devrait fonctionner, parce qu'il y a aussi une pression forte de la part de nos concitoyens. Nous, à la CFTC, on est contre l'écologie punitive, parce que c'est l'un des systèmes, et on l'a vu d'ailleurs, vous en parliez avec la taxe carbone, gilets jaunes. Mais il y a quand même aujourd'hui une pression du consommateur aussi, qui fait évoluer, y compris... Alors parfois les entreprises ont pris conscience d'elles-mêmes, parfois c'est le marché qui les oblige aussi un petit peu à évoluer, mais le consommateur aujourd'hui met la pression pour que ça change. Mais Alexis Sejnord, les entreprises, alors je ne sais pas quelles sont les entreprises que vous conseillez précisément et les secteurs, et si vous avez des entreprises qui sont impactées, puisqu'on l'entend, il y a l'automobile. Assez directement, le transport routier, les avions, même si aujourd'hui Airbus repart, il y a un sujet, les industries polluantes, toutes ces entreprises-là sont face à elles-mêmes. Soit elles arrivent à muter, à trouver une solution technologique, soit ces entreprises, enfin pour le dire abruptement, vont disparaître. Ouais, exactement, non mais aujourd'hui, vous le soulignez, il y a une pression réglementaire forte pour accélérer la transition écologique. Les entreprises qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre sont sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce qui se passe en termes de planification législative ? L'Europe a mis le coup d'accélérateur avec des législations pour mettre en avant tout ce qui est contribution aux objectifs de transition climatique. Demain, les réglementations dans les 3-4 années à venir, c'est autour de la biodiversité, de la pollution des eaux, etc. La taxonomie sociale, c'est-à-dire la réglementation européenne sociale, va émerger avec des obligations en termes de plan d'action sur ces sujets. Donc concrètement, les entreprises, aujourd'hui, elles doivent d'abord mettre au jour ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas. En toute transparence. Il y a un devoir de transparence. Un temps zéro pour se mettre... Voilà. Ça va prendre du temps, mais c'est clairement regardé par les investisseurs. Je pense que ça va prendre les quelques années à venir, mais voilà, la question c'est est-ce qu'on va assez vite ? Mais il y a des choses qui se passent. L'IFA, l'association Horse, dévoilait dans un rapport il y a quelques semaines une chose intéressante, c'est que dans les conseils d'administration des entreprises, la question, et dans lesquels d'ailleurs sont intégrés des délégués syndicaux, faut-il le préciser, pour certaines entreprises, le climat, la biodiversité étaient des sujets, mais alors les enfants pauvres du système. C'est-à-dire qu'on n'en parlait quasiment jamais. Parce qu'on se dit biodiv, c'est les petits oiseaux, c'est tout ça, donc ça n'intéresse pas l'entreprise. Et puis la question de climat, l'entreprise ou le conseil d'administration se dit, mais attendez, nous, on gère les investissements, on flèche les stratégies de l'entreprise. Le climat, c'est pour l'État. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces administrateurs qui, eux aussi, manquent un peu de compétences et d'outils peut-être ? Tout est lié et comme on le disait à l'instant, la réglementation va continuer à se développer. Donc l'enjeu environnemental, aujourd'hui, il n'est pas prioritaire, mais il va le devenir de plus en plus. Donc si on transforme notre économie et qu'on va vers une économie bas carbone, évidemment, nos produits, nos services vont se transformer, les emplois vont se transformer. Et là, on va toucher à la question des salaires, qui est prioritaire pour tout le monde. Et donc, il faut bien voir que derrière la question environnementale, il y a évidemment la question des salaires et des conditions de travail à moyen terme. Avant, on voyait ça que c'était, on se disait que ça allait être dans des années. Mais là, on a des objectifs devant nous qui sont fixés depuis les accords de Paris. Donc, il va falloir faire les transformations et conserver l'emploi. Mais encore une fois, c'est pas pour vous challenger, mais je l'entends depuis tellement d'années. Il va falloir, c'est l'urgence absolue. On n'a pas le choix. Et je trouve que tout ça, finalement, au-delà des mots, avance lentement. Peut-être me trompais-je. Mais je pense... Moi, je pense... Non, vous n'êtes pas d'accord. Je savais que vous n'êtes pas d'accord. Vous me trouvez un peu dur. Ça avance trop lentement, sûrement. 2050, en tout cas, pas neutralité carbone. Enfin, en tout cas, pas assez c'est énorme comme défi. Hein. Ça, c'est évident que ça avance pas assez vite. Mais serait-ce que le fait de ne plus traiter aujourd'hui aucun sujet social ou économique sans y faire référence et sans voir l'angle environnemental, il y a enfin... Chez vous peut-être, mais pas dans les conseils d'administration, je m'autorise. Oui, mais en tout cas, déjà, chez les partenaires sociaux, on le fait aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal parce que... Voilà, il y a 5 ans, on ne le faisait pas. Il y a 5 ans, on ne le faisait pas. Et aujourd'hui, dire que le social et l'environnemental, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est quand même une révolution parce que les syndicalistes, hormis ce qui était social, évidemment, les conséquences économiques, à côté aussi, on ne s'en préoccupait pas plus que ça. Aujourd'hui, tout est lié et on a toutes les questions qui sont autour du est-ce qu'il faut produire moins, est-ce qu'il faut consommer différemment, est-ce qu'il faut aller vers l'écologie punitive, et après là, il y a des choix aussi qu'il faut faire, des choix de société qui ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que la question qui nous est posée face à nous, qui nous fait transpirer dans les rues de Paris pour ceux qui y habitent, c'est globalement du sang et des larmes si on veut y arriver ? Parce qu'on est en train de nous dire tout va bien se passer, on va le faire en douceur, on va prendre le temps, on va négocier, on va se concerter, et puis
Mais en même temps, quand on voit les arguments du GIEC, on se dit qu'il va falloir peut-être mettre un peu plus de radicalité dans tout ça, non et donc du sang et des larmes. Vous le rappeliez, 2030, qui est une date à laquelle beaucoup d'entreprises ont mis des objectifs de réduction carbone fortes. C'est combien? C'est moins de 3000 jours. C'est-à-dire, chaque jour est compté. Donc oui, moi je pense que c'est du sang et des larmes. On parle de transition écologique, c'est une rupture, c'est pas une transition c'est doux. Oui. On n'est plus dans la transition. Les entreprises, est-ce qu'elles se transforment ou pas? Il y a des faits, mais les entreprises gagnantes, et je pense d'un point de vue business, parce que si on n'a pas le point de vue business et que les bonnes intentions, ça va être compliqué. Il faut aller au-delà du cadre réglementaire, il faut voir ce qu'elles peuvent gagner en termes de performance, c'est-à-dire concrètement de valorisation d'entreprise, de nouveaux produits, nouveaux services, de productivité. Si j'économise en termes d'énergie consommée, en termes de transport, je fais de la productivité. Et je reventile différemment. Voilà. Donc ça, et d'attractivité, c'est-à-dire réglementaire, compliance, performance, attractivité des collaborateurs, des clients, parce qu'il y a des l'humain, investisseurs. c'est important. Mais L'environnemental, c'est les humains. Mais c'est le recrutement. Aujourd'hui, il y a peut-être 20 ans de ça, et je vais être un peu caricatural, mais pour qu'on se comprenne bien, vous vouliez embaucher un salarié. Le salarié, qu'est-ce qu'il regardait? Avant tout, c'est combien on le payait. Aujourd'hui, chez les jeunes, quand vous faites une offre d'emploi, je peux vous dire que si vous êtes une entreprise polluante, le recrutement, il est bien difficile parce qu'on n'a pas envie de travailler pour l'entreprise polluante. La question de sens, la question d'éthique. Il y a forcément l'attractivité, il y a la productivité forcément derrière, il y a des produits qui vont être attirants, donc il y a un vrai business plan derrière aussi l'écologie. Mais J.P. Kouzadjé et Gilles Berset, vous prenez vos petits sacs, petites valises, vous allez voir les entreprises, vous aussi, ou dans votre stratégie, pour qu'on y voit bien clair, vous dites, on va quand même d'abord commencer à éveiller ou faire avancer juridiquement les élus et les syndicats. Parce qu'en fait, il faut traiter des deux côtés. Voilà, il faut traiter les deux côtés. Donc, former les élus, les salariés aussi, parce qu'il y a des collectifs de salariés qui émergent dans les entreprises et qui sont aussi intéressés par ces questions. Donc, former les salariés, le CSE, et puis aussi, quand on arrive dans les entreprises, beaucoup d'entre elles nous disent, mais en fait, on a déjà commencé à avancer avant même le législateur. Je trouve. Donc, elles sont en avance. Pas toutes, mais il y a certaines entreprises qui sont à la pointe, qui ont déjà avancé sur ces sujets. Et donc voilà, et pour elles, c'est beaucoup plus facile maintenant d'intégrer ces nouvelles questions. Après, vous avez quand même un nombre très important d'entreprises aujourd'hui pour lesquelles ces questions sont nouvelles. Et là, il va avoir besoin de négociations collectives, de dialogue social pour amortir toutes les décisions qui seront prises au plan national. Prenons un exemple concret, les transporteurs routiers. Écrasés par des coûts essence plus importants, des marges qui n'ont pas augmenté. Et imaginons que le gouvernement, en septembre, annonce, sur un délai de 2 ans, la fin des camions diesel sur les routes. Imaginons. Enfin, c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui vous est posé. Ce métier, il y a des syndicalistes, ils ont des représentants syndicaux. Qu'est-ce que vous répondez là? Vous dites, on adhère à cette radicalité pour sauver la planète, ou je défends les salariés du diesel? On essaie de faire l'entre-deux, parce que la radicalité n'est pas possible, et c'est pour ça que je disais qu'on essaie de prendre à la fois le temps social et le temps environnemental. Donc il faut dire qu'il faut... Vous êtes diplomate comme président. Non, mais dire qu'il faut arrêter peut-être certains transports diesel, etc., pourquoi pas, mais pour pouvoir l'arrêter, il faut préparer la reconversion, si vous dites aujourd'hui un salarié comme ça, dans 2 ans c'est terminé... je veux dire, c'est pas entendable. Non, voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est pas jouable pour eux, dans leur vie quotidienne et dans leur... C'est pas jouable. Si maintenant on dit, ça va, c'est quelque chose qui va disparaître, donc dès à présent, on se met autour de la table, et on voit ce qu'on peut... et on a la technologie. Dans quoi l'entreprise peut se diversifier, les technologies qu'on va employer, une partie qui ça va simplement être une modification d'emploi, une autre partie qui va devoir se reconvertir. Donc un vrai plan stratégique. Un vrai plan, c'est totalement différent. Et on a le même exemple avec l'énergie. Moi, quand j'entends, c'est central. Quand j'entends certaines... Alors, je comprends l'urgence climatique, mais bon. Mais quand j'entends certaines personnes, souvent les mêmes, qui nous disent d'un côté, tout électrique en 2030, dire même pas l'hybride, rien. Ouais. Et en même temps, qui nous disent... J'allais y venir. J'arrête le nucléaire. Je vois de qui vous parlez. Jusqu'à présent, il me semble que les voitures électriques marchent encore à l'électricité. Donc au bout d'un moment, il faut être aussi là, savoir prendre les bons choix, et peut-être qu'un mix énergétique assez intéressant. Mais à travers ce sujet qui touche des millions d'emplois, et j'allais dire presque tous les salariés, c'est la question de savoir si on peut continuer à vivre avec le même niveau de qualité de vie, les mêmes niveaux de salaire,
avec une planète qui se réchauffe, des investissements qui vont être colossaux pour compenser. C'est ça la question aussi qui traverse l'esprit des salariés, qui se disent mais combien de temps encore ça va durer. Mais ça se résume en produire différemment et consommer différemment. Mais vous, l'avocate... Il y a plusieurs champs de possibilités pour parvenir à ces objectifs. L'ADEME a publié un rapport 2050 où on a plusieurs options qui sont possibles, de la sobriété à on mise tout sur le numérique. Je n'osais pas prononcer le mot. En ne sachant pas vraiment quelles vont être les innovations à venir pour atteindre les objectifs environnementaux. Donc il y a plusieurs chemins. Ce qui est assez effrayant dans la question environnementale, c'est qu'on va tout construire au fur et à mesure avec les financiers, le dialogue social. On n'a aucune réponse aujourd'hui, mais c'est le défi de notre génération de répondre à ces questions. Je voulais, pour terminer l'émission, il nous reste du temps bien sûr, mais vraiment la poser un peu solennellement. Est-ce que c'est les entreprises qui peuvent sauver la planète? Parce qu'on voit aujourd'hui le patron de Tesla et quelques autres personnes incroyables en Californie et ailleurs qui disent mais nous on est capable de transformer le monde, on invente des modèles économiques comme celui de Tesla, voiture électrique. Qu'est-ce que disent vos entreprises, les vôtres, celles que vous accompagnez? Elles disent nous on est très tenus par nos investisseurs. Et on voit des investisseurs aujourd'hui dans l'ESG qui disent mais attendez, nous on n'investit plus quand c'est polluant, on n'investit plus quand il y a des tensions sociales. Donc ça veut dire que si les investisseurs commencent à flécher, c'est peut-être eux qui peuvent sauver la planète. Enfin en tout cas accélérer le processus de transformation. Alors il y a plusieurs parties prenantes et les investisseurs, si elles ne trouvent pas matière à investir avec les niveaux de rentabilité nécessaires, ça va être compliqué. On ne peut pas être vert dans une économie carbonée. Donc, on dit que c'est assez rentable, hein, Alexis. Alors, d'ailleurs, l'investissement vert est plutôt rentable. L'investissement à impact montre de bons niveaux de résilience, voire supérieurs. Clairement. Mais il ne représente qu'une partie infime aujourd'hui quand même des investissements. Ouais, c'est rentable, mais ce n'est pas la totalité. Il faut le relativiser. En réalité, il y a plusieurs parties prenantes. Les entreprises doivent se transformer, mais si elles ne trouvent pas leur marché, donc chacun doit se responsabiliser. Les consommateurs, il faut trouver les relais. L'État et les États sont là quand même pour donner la direction et encadrer. Et tant mieux si les entreprises suivent et vont dans le bon sens. Et oui, moi je travaille beaucoup avec des financeurs, des investisseurs. Et du coup, ils sont conscients tout le projet, c'est la direction, l'allocation des ressources, des financements. Et voilà, avoir un certain mouvement directionnel là-dessus. Vous vouliez intervenir parce qu'on voit qu'il y a tous les volets de la chaîne. Vous êtes face à des salariés dans certains secteurs. Ils savent qu'ils sont dans les secteurs polluants ou qui génèrent de la pollution, mais pour l'instant, on ne leur a rien proposé en alternative professionnelle pour pouvoir aller ailleurs. Donc, ils sont obligés de travailler sur ces sites-là, par exemple. Pour l'instant, rien n'est fait. On est bien d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Non, mais j'ai juste voulu l'entendre. Non, mais ça, c'est évident. Voilà, on est dans une transition, donc lente. On est dans une transition lente, c'est évident. Et en même temps, il faut comprendre un salarié aussi. Aujourd'hui, sa première préoccupation quand il est dans ce type d'entreprise, c'est mon Dieu, il faut que je garde mon emploi. C'est la question que je posais. Je suis routier, je vais garder mon camion. Donc, si on ne le rassure pas, on ne pourra pas l'amener avec nous dans une modification et dans une transformation. Non, mais avec le risque de conflits sociaux, si je peux me permettre. Avec le risque de tensions très fortes. D'où le dialogue social que j'ai pu parler, d'où l'accompagnement, d'où le fait de prévoir à l'avance, d'où de faire des plans d'accompagnement. Tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce que ce sont les entreprises qui vont sauver le monde? Je pense que c'est tout le monde ensemble qui va sauver le monde. Mais on voit aussi que l'État a un rôle à jouer dans le ciblage des aides. Le fait d'aller cibler des aides dans des entreprises qui font des efforts et qui sont vertueuses, qui conditionnent les aides aussi à des résultats concrets pour éviter le greenwashing. C'est quand même des choses aussi là qui, par l'État, peut aider et impulser les entreprises. Et il ne faudrait pas perdre de vue que ce n'est pas parce qu'on est très vertueux en France. Le problème du réchauffement climatique, je voudrais l'élargir, c'est que c'est un problème planétaire. C'est-à-dire que si la pollution se fait plus en Inde, en Chine ou au Sri Lanka, même si on est très vertueux en France, on est un très beau pays, mais un tout petit pays quand même. Voilà. Donc il y a un enjeu mondial. C'est un handicap planétaire. Voilà. Ah oui. Se réfugier derrière ça pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Non, mais je suis d'accord. Mais cet argument-là, il pèse quand même dans la réflexion des salariés qui disent, mais attendez, ou des agriculteurs, puisqu'ils ne sont pas forcément syndiqués à la CFTC, mais ils disent, mais attendez, moi je cultive, je fais des efforts. Mais vous êtes très bon en agriculture, c'est vrai. Il y a quand même l'accord de Paris, il y a des traités internationaux, donc tout ce que la France est en train de mettre en œuvre, ça s'inscrit dans un cadre plus global. Et je voulais juste préciser
préciser une chose, c'est sur le rôle des entreprises. Ouais. En fait, elles sauvent le monde ou pas? C'est une question d'intérêt général. Donc les entreprises ont aussi leur n'ont pas rôle. le choix. Elles n'ont pas le choix et elles doivent contribuer à cet intérêt général de lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde va devoir y participer. Juste, encore une fois, c'est des questions boule de cristal parce qu'on nous annonce une neutralité carbone. Quand on voit les émeutes qui ont provoqué l'augmentation du prix du carburant qui a provoqué les gilets jaunes, la neutralité carbone, c'est 50 fois plus comme effort à faire, il faut quand même le dire aux Français. Vous y croyez, vous, à cette neutralité carbone en 2050, même les entreprises, parce qu'elles l'ont devant le nez, ce chiffre. Mais ça peut, en fait, le prix du carbone peut être un formidable accélérateur pour justement chercher des alternatives. On est tous d'accord. Voilà, donc ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Les entreprises, justement, cherchaient à avoir des prix de carbone internes pour simuler qu'est-ce que pourrait faire. Là, on est face à ça. Du coup, concrètement, il faut trouver des alternatives, des moyens de consommer, réduire les consommations, des productions alternatives. Et donc voilà, c'est très concret. C'est vrai que ceux qui n'étaient pas ceux qui n'étaient, en tout cas qui étaient les moins convaincus par la transition écologique, quand on voit aujourd'hui le prix des énergies et surtout le prix des énergies carbone, sont beaucoup plus à même aujourd'hui, et la guerre en Ukraine sont beaucoup plus à même d'aller vers la transition écologique. Oui. Ils trouvent ça beaucoup mieux Après, et tout à l'heure on parlait des différents scénarios qui étaient possibles. Si on va vers une écologie punitive, en tout cas pour la CFTC, moi j'y crois pas du tout. En tout cas, on a bien compris votre message. Je n'y crois Vous n'êtes pas pour une écologie punitive venant d'en haut. Il faut vraiment qu'on soit sur les deux modèles qui sont à la fois, et tu en parlais, sur la sobriété et sur la croissance verte. Donc c'est sur le consommer autrement, et là chaque concitoyen a un rôle à jouer. C'est vrai qu'on a un rôle. A un rôle à jouer sur le consommer autrement, et faire aussi quelque part un peu une pression, y compris sur les entreprises, et puis sur le produire autrement. Donc si on fait le consommer autrement et le produire autrement, on fera de belles avancées. En tout cas, dans votre message, vous appuyez sur le dialogue social et vous dites qu'il ne faut pas que l'État nous impose des choses de manière trop radicale et punitive, parce que là, on irait quoi, un blocage des salariés ou des risques il faut que l'État impulse, mais c'est son rôle d'ailleurs. L'État, il doit mais impulser. Pas n'imposer ou imposer des choses qui seraient d'une radicalité qui provoqueraient des mouvements sociaux. Il faudrait que chaque salarié puisse y trouver aussi son intérêt. Oui. Ça peut être aussi une opportunité de progression professionnelle, de s'orienter sur un métier. Donc là, c'est très, très optimiste ce que je dis, ce que je propose. Mais il faut essayer, à mon avis, dans chaque entreprise, d'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles si cela est possible. Justement, oui, Alexis. cet aspect-là, ce que je vois, c'est que la plupart des entreprises maintenant déploient des programmes de formation. Vous me demandez, moi je travaille plutôt pour les grandes entreprises, mais du coup ce sont des acteurs majeurs, des programmes de formation dédiés à la RSE par métier. Qu'est-ce que ça change, moi financier, moi acheteur, dans mon métier au quotidien. Oui. Et ça, moi j'étais très macro tout à l'heure dans ma question, mais après on peut affiner sur métier par métier. C'est concret. Les financiers qui vont comprendre comment regarder la performance d'un point de vue financier et appelons-le extra-financier, et regarder cette performance globale, c'est un peu la tendance qu'on doit avoir demain. Je pense à Nicole Noca, d'ailleurs, qui avait créé cette agence extra-financière, Vigéo, Moody's maintenant. Moody's, qui notait aussi sur ces critères extra-financiers, notamment sur l'impact environnemental et sur ces règles. C'est peut-être aussi là-dessus que le gouvernement va appuyer pour orienter les choix. Ça fait très longtemps qu'on demande la modification des critères qui sont pris en compte pour le calcul du PIB, etc., de mettre des critères sociaux et environnementaux et pas que des critères économiques. Donc peut-être qu'on va y arriver. Et juste un mot pour dire, c'est l'État, ça donne une feuille de route. Le rôle de l'État, c'est de donner une feuille de route. Derrière... Mais elle ne jette pas d'en haut des... Voilà, elle donne la feuille de route, et derrière, c'est les marges de manœuvre. Il faut laisser des marges de manœuvre aux partenaires sociaux, aux ONG, aux associations, pour se mettre autour de la table, aux entreprises, pour discuter tous ensemble et faire un dialogue social de qualité. Merci Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Ça, c'est le boulot de Gépi Koudadjé, avocate en droit social, spécialiste cabinet Exo avec Gilbert Sett. Et vous êtes là aussi pour apporter vos contributions, votre valeur ajoutée aussi sur tous ces sujets, parce que c'est l'action que vous menez actuellement. Le cabinet a 1 an, c'est ça? Oui, pas encore. Pas encore, mais pas loin. Non, parce que 5 mois. 5 mois. On va arriver à 6 mois. À 6 mois. C'est un nourrisson, d'accord. Oui, on est tout début. Il n'est pas... Voilà, bientôt 1 an. Neutralité carbone dans 1 an. Du cabinet, en tout cas. Merci Gépi Koudadjé d'être venu nous rendre visite. Merci Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Et merci à Alexis Stejnorn. J'ai fait un progrès colossal en quelques 26 minutes. Vous êtes à la tête d'un cabinet PMP, cabinet de conseil en stratégie, et vous travaillez avec des grandes entreprises. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir de nous accueillir. On termine notre émission parce que restez avec nous, restez en coulisses. C'est sur les recruteurs, vous voyez, dans des recrutements qui ne sont pas très très bien passés, avec des choses un peu dingues. On va en parler tout de suite.
Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler, alors c'est à la fois léger et sérieux, parce que parfois ça met en jeu un poste, une carrière même d'ailleurs, les erreurs rédhibitoires aux yeux des recruteurs. Et j'accueille Fabrice Coudray. Bonjour Fabrice. Managing Director Executive Search, dis donc c'est un sacré titre, chez Robert Half. Presque 25 ans de carrière dans le recrutement. Et l'étude dont on va parler, et qui à certains égards est croustillante, a donné la parole à 300 dirigeants français en 2022. Ça, c'est votre étude, qui vous ont fait remonter, je dirais, des choses passionnantes. Commençons par le début, les erreurs fatales. Alors là, on va voir s'afficher un certain nombre d'erreurs fatales. Qu'est-ce qui est pour vous, et on va commencer à le détailler, l'élément rédhibitoire? Là, vous avez recruté, c'est votre métier. Alors, effectivement, en quelques 24 ans de carrière, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Et c'était très intéressant, justement, de faire le rapport entre ce que moi je vis dans les salles d'entretien avec mes collaborateurs et ce que des dirigeants remontent d'eux-mêmes de leurs expériences de recruteurs. Alors, est-ce qu'il y a la pire des choses? Oui, je crois que c'est le mensonge. C'est le mensonge ou... le gros mensonge. Le gros mensonge, l'erreur flagrante sur le CV. On pipote un diplôme. Alors ça, je l'ai eu, oui, on pourra en parler. On ment sur un diplôme qu'on n'a pas. On a des approximations, plus que des approximations sur son propre CV, des erreurs de date, mais pas d'un mois, de 1 ou 2 ans parfois, ou des différences majeures entre un CV et un profil LinkedIn. C'est étonnant, mais ça arrive, et y compris quel que soit le niveau des collaborateurs. Donc, oui, je travaille effectivement. Des cadres, hein, parce que c'est... Alors moi, je travaille sur des cadres dirigeants, ouais. et qui ne sont pas du tout exempts d'erreurs parfois grossières, voire volontaires. C'est ça que je voulais vous demander, Fabrice, parce que, objectivement, si je devais refaire mon CV, c'est compliqué. Vous ne savez plus si c'est 2008, 98. C'est volontaire ou c'est parfois, on peut dire, je plaide d'erreur, quoi. Je suis très inquiet d'un candidat qui va me dire « je me souviens plus très bien ». J'ai la mémoire qui flanche, comme disait la fameuse chanson. Non, ça, c'est pas possible. Je me souviens, moi, très bien, j'ai fait quelques années de carrière avant de faire du recrutement, des dates précises de mes expériences professionnelles. Donc on est censé s'en souvenir. On est censé s'en souvenir. Donc si on ne se souvient pas, c'est qu'il y a un loup. On a vu dans le petit, dans les erreurs rédhibitoires, parce qu'on va en voir plusieurs, il y a les rédhibitoires, les erreurs fatales selon les recruteurs. 44% manque d'honnêteté, on vient de le dire. Ça, c'est le point clé. 42% retard, ça c'est très intéressant parce que l'air de rien, comme disait De Gaulle, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc être en retard, pour le recruteur, ça dit quelque chose. C'est absolument vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est la différence entre ce que moi je vis dans les entretiens où j'ai rarement, très rarement, je le dis très honnêtement, du retard des candidats. D'accord. Le retard m'insupporte, très clairement. Est-ce rédhibitoire? Il y a peu une bonne raison. On est en région parisienne, les transports, il peut y avoir des aléas. Il faut être raisonnable. En revanche, c'est vrai que nos dirigeants qui ont répondu à cette enquête ont une sensibilité très forte sur ce sujet. Et pour eux, on n'est pas en retard, on arrive en avance. On est d'accord. C'est en fait une forme de politesse. Qu'on se le dise, on arrive en avance. On arrive en avance. 10 minutes, 12 minutes en avance. Et on attend. C'est normal. C'est normal. Oui, c'est une forme de bienséance. Parce que si on est en retard pour un entretien d'embauche, c'est quand même un exercice, un moment fort dans la gestion d'une carrière. Qu'est-ce que ça va être demain quand on aura intégré l'entreprise? Alors là, 28%, toujours dans ce slide, vous évoquez un dénigrement de l'ancien employeur à 30% et 28% la tenue. Alors ça, c'est intéressant. Alors le dénigrement, la tenue, c'est vrai qu'il y a deux sujets. Il y a l'entretien physique, où là, on est face à face et on se voit bien. Comme là, finalement. Comme là, nous sommes. Les dress codes ont changé depuis quelques années. Nous n'avons plus de cravate. La preuve. Nous en sommes 2 exemples. Et en revanche, ça n'autorise pas non plus trop de liberté. C'est-à-dire veste, chemise, à minima. Veste, chemise. Mais quand on arrive, jean, troué. T-shirt. T-shirt, il faut quand même regarder un petit peu en fonction du poste sur lequel on est et la culture de l'entreprise, évidemment, de s'adapter. Ça, c'est le premier point. J'ai eu un cas très amusant dans le cadre d'un entretien physique où le candidat est arrivé avec une cravate et le client l'a reproché un peu en me disant « Vous vous rendez compte, il avait mis une cravate ». Et je parle d'une entreprise étonné que le candidat avait ce côté trop strict. Il a donné et véhiculé, du fait de sa tenue, une image un peu stricte. Donc ça l'a desservi. Ça l'a desservi. Ouais, parce qu'il y a quand même les boîtes des startups et ainsi de suite, qui globalement, si on arrive avec une cravate, on n'est même pas pris. Voilà, et donc c'était un petit peu l'inverse. Alors c'est une entreprise plutôt traditionnelle, et c'était amusant parce que l'exemple, c'était pas une startup, c'était une entreprise très traditionnelle. Alors, après, la visio. Ouais, la visio. Parce qu'on se dit en visio, je suis à la maison, je suis en chaussons. Peut-être on ne verra pas si vous êtes en chaussons ou en escarpin, mais en revanche,
le fond d'écran, avec des ballons de toutes les couleurs, et encore la veste de pyjama. Ouais, l'anniversaire du petit qu'on n'a pas rangé, quoi. C'est un petit peu embêtant. Ouais. Alors, il y a parce que je ne vois pas qu'on les rate, il y en a plein d'autres. Toujours dans les erreurs fatales, 28% ne s'est pas renseigné sur l'entreprise du secteur, et à 26%, et on va voir évidemment l'animation qui va dérouler, mais on la voit, hein, 28, ça c'est pour l'entreprise du secteur, 26, le téléphone reste allumé, 22, aucune question posée. Bon, bref, en un mot, là, on arrive face à quelqu'un qui ne s'est pas préparé. Un peu sûr de lui. Et ça, c'est quand même très, très fatal. Et je dirais, c'est que ne pas avoir étudié un minimum l'entreprise, sa stratégie, ces 2 dernières années, les profils des dirigeants, avec un minimum de renseignements. Évidemment. Et souvent, et là, on parle des cadres dirigeants qui peuvent arriver en terrain conquis. Oui, vous inquiétez pas, j'ai regardé, tout va très... Non, il faut creuser. Parce qu'on va poser des questions. Qu'est-ce que vous savez de nous ? Forcément. Qu'avez-vous découvert de nous ? Comme question à nous poser. Pour un cadre dirigeant. Là, vous parlez de cadre dirigeant, on est d'accord. Écoutez, non, j'ai pas eu le temps. À ce moment-là, là, c'est très clairement rédhibitoire. Ça, c'est rédhibitoire, ça. Là, on fait un pas en arrière, on dit, écoutez, désolé, vous mais si vous n'avez pas d'intérêt pour nous, on ne va pas commencer l'entretien. C'est tout à fait exact. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est un peu comme une histoire d'amour. Il faut quand même un petit peu se renseigner sur la personne qu'on va essayer de séduire. Exact. À minima. À minima. Il y a se tromper sur le nom du recruteur. Alors, vous me disiez que ce n'était pas tout à fait... Non, c'est pas dingue, mais c'est quand même assez lourd, quand même, ça. Hein. C'est un peu gênant. Hein, si je vous appelle Gilles et que vous appelez Fabrice, vous vous dites, tiens, il s'est pas... Oui, je suis pas très Alors, intéressé. on peut le mettre sur le dos du stress aussi. Est-ce que vous avez cette situation de gens... Parce qu'on l'a, hein, là, dans la dernière liste qui est présentée, parce qu'en fait, c'est une longue liste des items les plus importants jusqu'à ceux qui le sont le moins en termes de retour, mais il y a quand même 17% des candidats qui sont peu loquaces. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui, globalement, est muet. Alors, après, tout le monde... Les gens ne sont pas égaux. Il y a des gens qui parlent de trop, donc on va qualifier un manque d'écoute, ou dont le storytelling va partir dans tous les sens, et on n'a qu'une heure, 1h30 pour convaincre. Il faut essayer d'aller à l'essentiel. On peut mettre ça sur le dos du fait que beaucoup de candidats restent peu entraînés à la technique de l'entretien. Donc il faut justement, comme quand les étudiants on les prépare à passer des entretiens, des oraux pour les grandes écoles, eh bien quand on est candidat, qu'on a 45 ou 50 ans, on doit se préparer à un entretien. Le structurer. Et même quand on a 50 ans. Et même quand on a 50 ans, voire plus. Et c'est vrai que le candidat trop loquace, ça peut être un peu, je dirais, gênant pour un recruteur qui n'arrive pas à en placer une ou qui dit il n'y a pas d'écoute. Et le mutisme peut être aussi très gênant parce qu'on se dit mais il m'écoute, il comprend. Est-ce qu'il y a il a besoin quand même de poser des questions et de se livrer pour avoir une découverte à minima de la personne qu'on a en face de soi. Donc ça, c'est des points. Il faut qu'il y ait un échange qui s'installe. Là, il faut le travailler. Alors je ne dis pas que c'est bloquant. En revanche, effectivement, si on n'arrive pas à déverrouiller une situation dans un sens ou dans un autre, ça peut devenir rédhibitoire. Mais on peut tout à fait mettre aussi le candidat. C'est stressant un entretien d'embauche, c'est une épreuve. Donc il faut mettre le candidat à l'aise, l'amener à mieux parler, plus parler ou moins parler. En tout cas, et moi, je n'ai pas de scrupule à leur expliquer. Bon, expliquez-moi quand même mieux qui vous êtes. Et essayez de le faire accoucher un peu, quoi. Voilà. Et si vous parlez trop, si vous faites ça devant un non-professionnel du recrutement, qui lui aura une vision moins, je dirais, tolérante que moi je peux avoir parce que c'est l'expérience de quelques années. Et il va dire mais attendez, il me bassine, il me fascine, il me bassine. Et j'ai pas du tout envie de l'écouter plus longtemps. Oui, puisqu'il donne aussi l'impression d'une forme de trop grande assurance qui parfois d'ailleurs masque une grande fragilité. Oui, et puis souvent ça peut cacher autre chose, c'est que on veut cacher d'autres aspects. Vous avez raison. Je vais donner un petit exemple de quelque chose qui m'était arrivé, c'est que quelqu'un passait son temps à dérouler son parcours en donnant plein de noms. J'ai travaillé avec un tel, j'ai côtoyé un tel, j'ai fait ceci avec un tel, etc. Et au moment de me donner des noms de référents qui pourraient témoigner je dirais, des collaborations long terme qu'il a eues, j'ai plus du tout de noms. Merci. Donc voilà. Merci Fabrice Coudray. Je vous ai un petit peu interrompu comme ça vif. J'espère que je serai recruté pour la prochaine émission. C'est une erreur dans l'entretien de me couper la parole. Je crois que c'est une erreur rédhibitoire d'avoir coupé la parole à Fabrice. Merci Fabrice Coudray d'être venu. Managing Director Executive Search chez Robert Half. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous pour votre fidélité et tous vos messages. Je serai là demain. Bye bye.